Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Pauline, technopédagogue, et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour que nous explorions ensemble des enjeux, des outils et des bonnes pratiques pédagogiques ou technopédagogiques. En tant que service d'appui à l'enseignement, apprentissage et à l'innovation pédagogique de la Haute École Léonard de Vinci, le CDTP informe, sensibilise et outille la communauté éducative pour qu'elle s'approprie et prennent une part active à la transition numérique. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore l'une des compétences clés du cadre de référence européen des compétences numériques des citoyens DIGCOM 2.2, les droits d'auteur et licences d'utilisation. Nous allons, avec mon invité, explorer cette compétence méconnue et vous donner des outils et des conseils pour mieux l'appréhender. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le monde passionnant des compétences numériques avec les podcasts du CDTP. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Michèle Monté, directrice d'Asucopie, une société de gestion collective des droits d'auteur spécialisée dans les droits des auteurs scolaires, scientifiques et universitaires. Bonjour Marie-Michèle. Bonjour Pauline. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et présenter également Asucopie aux auditeurs et auditrices ? Alors donc moi je suis la directrice d'Asucopie, qui est donc une société de gestion collective. Je n'ai pas un parcours de jury, je suis historienne de l'art, mais depuis 16 ans je travaille pour Asucopie, et donc je me suis un peu passionnée pour le droit d'auteur, qui est un domaine vraiment passionnant. Et le travail d'Asucopie me permet de me plonger dans le domaine de l'enseignement, puisque nous essayons d'informer les enseignants et les élèves sur les utilisations d'œuvres protégées dans l'enseignement et comment respecter le droit d'auteur dans l'enseignement. Puisqu'Asucopie a parmi ses membres plus de 70% d'enseignants qui écrivent des manuels scolaires, qui écrivent des livres de référence. Ces livres de référence sont copiés dans l'enseignement, et s'ils sont copiés dans l'enseignement, c'est parce qu'il y a une licence légale, on en parlera tout à l'heure sur l'enseignement, avec un droit à rémunération. Et donc Asucopie récupère l'argent collecté par Reprobel dans le cadre de l'enseignement. Il y a une petite redevance qui est payée pour chaque étudiant. Asucopie perçoit cet argent et le répartit à ses membres. Donc on est une espèce de transition entre Reprobel et les auteurs pour payer leurs droits d'auteur. Merci. Qu'entend-on par le droit d'auteur et quelles sont les créations protégées par le droit d'auteur ? Alors, le droit d'auteur est un droit de propriété intellectuelle, plus particulièrement de propriété littéraire et artistique, qui assure à l'auteur le droit exclusif d'exploiter son œuvre, c'est-à-dire de déterminer quand, qui, sous quelles conditions et à quel prix son œuvre peut être produite et communiquée. L'objectif du droit d'auteur est double. D'une part, le droit d'auteur incite à la création en octroyant à l'auteur des droits exclusifs sur son œuvre, et d'autre part, il vise à promouvoir la création et la diffusion de la culture. Il assure à l'auteur une rémunération et permet de rentabiliser son investissement. Puisque l'auteur a seul le droit d'interdire et d'autoriser l'utilisation de son œuvre, toute personne qui souhaite reproduire ou communiquer l'œuvre devra d'abord lui demander son autorisation. En Belgique, le droit d'auteur est régi par le Code de droit économique, et plus particulièrement le livre 11. Il reprend les droits accordés aux auteurs et également les limitations de droit, c'est-à-dire quand l'auteur ne peut pas interdire certaines utilisations. Afin de prendre en compte les intérêts légitimes de la société, par exemple, comme dans le cadre de l'enseignement, ou de ceux de certaines catégories de personnes, comme par exemple le droit de citation, le droit de parodie ou le droit des malvoyants. L'auteur bénéficie de plusieurs types de droits, qu'on va appeler des droits patrimoniaux et des droits moraux. Les droits patrimoniaux sont des droits qui permettent à l'auteur d'autoriser l'exploitation de son œuvre. Ils sont cessibles, nous en reparlerons tout à l'heure dans le cadre des licences d'utilisation. Pour l'exploitation, il faut entendre toute utilisation, comme par exemple la reproduction, la communication, la traduction, l'adaptation, tout ce qui va tourner autour de l'utilisation de l'œuvre d'un auteur. Pour les droits moraux sont les droits liés à l'auteur. Ils sont incessibles. L'auteur peut renoncer par contrat, mais il ne peut jamais céder ses droits moraux. Ce sont vraiment les droits qui sont liés à l'auteur même, comme par exemple le droit de paternité, le droit de divulgation et le droit de l'intégrité sur l'œuvre. L'auteur a le droit d'être reconnu et représenté comme tel.
Il a aussi le droit de rester anonyme ou de recourir à un pseudonyme. Un éditeur, par exemple, ne pourra pas interdire à un auteur d'utiliser un pseudonyme quand il publie un livre. Seul l'auteur a le droit de déterminer aussi quand son œuvre est terminée et quand elle peut être diffusée à un public, et ce, même s'il a signé un contrat. Il pourrait y avoir des dommages pour l'auteur de ne pas publier son œuvre, mais il a le droit de dire, malgré le contrat d'édition qui nous lie, je ne suis pas prêt et je ne veux pas que le texte dans cet état-ci soit publié. Alors, le droit d'intégrité, grâce au droit d'intégrité, l'auteur peut s'opposer à toute modification et déformation de son œuvre. Donc ici, on a vraiment des droits patrimoniaux qui sont liés à l'exploitation économique de l'œuvre. Ce sont toutes les actions qui vont permettre à un tiers ou à l'auteur d'être rémunéré pour la reproduction, la vente, la diffusion de son œuvre. Et les droits moraux, ce sont les droits qui vont être liés vraiment à la personne de l'auteur. Alors, il est important de noter ici que l'auteur n'a pas tous les droits sur toutes les utilisations de son œuvre. En effet, le législateur a accordé lui-même des autorisations, donc à la place de l'auteur, pour certains publics et pour certaines conditions, comme je l'ai dit, ce sont des droits à rémunération. Alors, dans l'enseignement, on en connaît un qui est très important, c'est le droit dans un but d'illustration de l'enseignement et de la recherche. Mais en fait, tous les jours, on réalise des copies, tous les jours, il suffit d'allumer sa télé. Si on a Proximus, on enregistre un film sur Bbox. Sur la Bbox, le film que nous avons enregistré, c'est de la copie privée. On a enregistré, donc on a copié une œuvre protégée sans demander l'autorisation à l'ayant droit, mais on peut le faire parce qu'il y a un droit qui s'appelle la copie privée qui permet de le faire, et en contrepartie de cette possibilité de copier sans demande d'autorisation, on paye une petite redevance à une société qui s'appelle Ovibel, et cet argent est réparti par la suite aux auteurs, aux éditeurs, aux producteurs et aux artistes. Le droit de reprographie, le droit d'exception enseignement et le prêt public sont basés sur les mêmes principes, mais la redevance est perçue par une autre société qui s'appelle Reprobel. Pourriez-vous préciser les règles quant aux œuvres dites tombées dans le domaine public, ainsi que la notion d'auteur et co-auteur à ce moment-là? Donc, le droit d'auteur est un droit temporaire qui s'arrête 70 ans après le décès de l'auteur. Et en cas d'œuvre collective, c'est 70 ans après le décès du dernier co-auteur. Donc, passé effectivement ce délai de 70 ans, on dit que l'œuvre entre dans le domaine public. On ne doit plus demander les autorisations et l'œuvre peut être librement utilisée. Mais il faut se rendre compte que ce sont les œuvres originaires. C'est-à-dire que si je prends Freud est dans le domaine public. Ce qui est dans le domaine public, ce sont les textes de Freud dans sa langue maternelle, dans la langue du premier livre écrit. Mais nous lisons Freud en français, et pour pouvoir lire le livre en français, il a fallu que le livre soit traduit, et l'auteur, le traducteur, a aussi ses droits. Et donc, sur les livres en français, il faudra attendre 70 ans après le décès du traducteur. Puisque le traducteur, dans ces cas-là, Est considéré comme co-auteur, tout à fait. Et ça, c'est assez compliqué à comprendre, parce que nous, on dit tout de suite, là, Freud, il est dans le domaine public, moi j'ai des livres dans ma bibliothèque, je vais reprendre, je vais copier, etc. Mais non, il faut vraiment faire attention, parce qu'il peut y avoir des co-auteurs, il peut y avoir des illustrateurs, par exemple, dans une BD, c'est et le scénariste et le dessinateur. Dans une œuvre audiovisuelle, c'est le producteur, le réalisateur, l'auteur des scénarios, il peut y avoir l'auteur de la musique, il peut y avoir énormément d'ayants droit qui tournent autour de la réalisation de l'œuvre. Donc ça, il faut vraiment faire attention dans le domaine public. On a sur notre site un petit onglet documentation, et je viens de terminer un folder, un dépliant sur le domaine public pour ceux qui sont intéressés. Merci. Qu'est-ce qu'une licence d'utilisation et quelles sont les règles à suivre en tant qu'enseignant ou enseignante pour créer ces supports de cours? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le droit d'auteur est un droit exclusif de l'auteur, donc il faut lui demander l'autorisation avant d'utiliser l'œuvre. Et l'auteur, en tant que titulaire du droit d'auteur, peut dire je ne vais pas exploiter moi-même mon œuvre, je vais donner cette possibilité à un tiers. Alors, l'auteur, il peut céder ou concéder ses droits. Alors, je vais comparer le droit d'auteur à une maison. La cession, c'est une vente. Et la concession, c'est une location. Donc l'auteur, il peut vendre ses droits à un tiers. Ça veut dire qu'il n'a plus du tout accès après à ses droits patrimoniaux,
il garde ses droits moraux. Mais il peut aussi dire, moi je vais louer mes droits parce que je veux garder les droits sur mon œuvre, mais je veux quand même accorder des autorisations à des tiers. Ce sera par exemple le cas si un enseignant décide d'exploiter, mettons, une vidéo et il demande l'autorisation à l'auteur et l'auteur dit, oui, je veux bien vous louer, donc vous accorder une licence d'utilisation pour un temps déterminé, par exemple, pour uniquement l'exécution, pour uniquement la reproduction, pour uniquement... Voilà, il peut, dans un document, expliquer les règles qui vont régir la relation entre l'auteur et le tiers pour déterminer comment son œuvre est utilisée. C'est une espèce de contrat, en fait, mais la licence, c'est une location. Donc, l'auteur reste titulaire de ses droits. Pouvez-vous nous en dire plus, Marie-Michel, sur la notion de fragment d'œuvre? C'est une question récurrente chez les enseignants sur la quantité, le pourcentage d'une œuvre que l'on pourrait utiliser dans le cadre d'un cours. Alors, ici, dans le cadre du fragment, on est dans le cadre d'une licence d'utilisation qui est toute particulière, qui est la licence légale. Il faut bien comprendre que l'enseignant, il peut utiliser des œuvres protégées dans le cadre de l'enseignement, uniquement dans le cadre de l'enseignement, donc dans le cadre de sa relation enseignant-élève, sans demander l'autorisation, parce qu'il existe une licence légale. Mais il ne peut pas utiliser toute l'œuvre, il va avoir des conditions évidemment, et le fragment est une des conditions. Donc un enseignant peut copier et communiquer une œuvre protégée. À partir du moment où il ne s'agit pas de l'œuvre dans son intégralité, parce que sinon le manque à gagner pour l'auteur ou pour l'éditeur est énorme. Et ce fragment, malheureusement, on ne détermine pas dans la loi quel est le pourcentage. Alors, moi je dis tout le temps, trop est vel, te vel istro, voilà, il faut un petit peu analyser si le fragment est une partie importante de l'œuvre de départ ou de l'œuvre d'arrivée. Donc, on va essayer d'apprécier le fragment de manière quantitative ou de manière qualitative, de dire, voilà, moi, je voudrais copier quelques pages d'un manuel de 300 pages. Ça, c'est tout à fait possible, il y a pas de souci. Mais ça ne va pas être pris en compte cours par cours. Donc, c'est sur l'année scolaire. Donc, un enseignant, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'un cours fragment à chaque cours, c'est une exploitation autorisée dans le cadre du droit d'auteur? Non, parce que au bout de l'année, on a alors un grand fragment. Mais le fragment, malheureusement, n'est pas défini. Alors, il y a quelques années, on a essayé de déterminer avec des éditeurs quelle pourrait être l'utilisation d'un fragment acceptable. C'est très compliqué. En tout cas, 10%, c'est un grand, grand maximum, mais ça va, comme je le dis, dépendre du nombre de pages de l'œuvre et aussi de la partie qui est copiée. Si un enseignant copie toutes les conclusions des livres relatifs à un domaine, c'est quand même au niveau qualitatif ne reprendre que la partie importante et donc l'éditeur ou l'auteur, le titulaire de droit, pourrait à un moment dire qu'il y a préjudice à l'exploitation économique de l'œuvre et donc on ne peut pas l'utiliser. Merci. Quelles sont les exceptions spécifiques à l'utilisation d'œuvres à des fins éducatives ou de recherche? C'est le droit à rémunération dans un but d'illustration de l'enseignement et de la recherche. Et chaque mot a son importance. Droit à rémunération parce que si le législateur a donné l'autorisation aux enseignants et aux élèves de copier, c'est parce qu'en amont, il y a une rémunération pour l'auteur. Ce sont les droits qu'Asucopie paye à ses membres. À but d'illustration de l'enseignement, illustration, dans ce cas-ci, signifie que l'utilisation de l'extrait de l'œuvre doit avoir un but didactique et pédagogique. Je vais vous donner un exemple. Dans l'enseignement primaire, par exemple, un instituteur va essayer d'illustrer un cours sur les grandeurs. Il va pouvoir reprendre une image des Dalton, des frères Dalton. C'est expliquer la matière avec des exemples qui proviennent d'autres sources, des vidéos, des images, etc. Par contre, j'écris un syllabus, je me rends compte qu'il y a, oui, cette page-là, elle est un peu vide. Je vais mettre une photo des frères Dalton, mais ça, on ne peut pas, parce que ça n'a pas de but didactique ni pédagogique. Alors, dans le but de l'enseignement, il faut vraiment que l'œuvre qui est copiée, qui est communiquée, soit exploitée en classe.
Et c'est la même chose pour la recherche, en fait. Donc, chaque mot a son importance. C'est quand même une exception qui est assez large parce que l'enseignant peut utiliser tous les types d'œuvres protégées, du texte, de l'image, du son, de la vidéo. C'est vraiment très, très large. Et l'exception concerne la reproduction, toutes sortes de reproductions, que ce soit des reproductions sur papier ou des reproductions numériques. Et elle concerne aussi la communication. La communication, évidemment, des reproductions papier, mais aussi la communication des documents numériques. Mais dans le cas des documents numériques, cela ne peut se passer que dans un réseau fermé, c'est-à-dire un intranet ou un extranet. Ce qui serait l'équivalent, par exemple, chez nous, de notre Learning Management System Moodle. Voilà, ben voilà. Dans Moodle, l'enseignant pourrait partager une œuvre protégée à ses élèves, donc il faut que le public soit ciblé, et l'enseignant pourrait alors à ce moment-là communiquer des œuvres qui viendraient expliquer la matière d'une autre façon ou donner un complément d'information. Mais c'est pas Facebook par exemple, ça. Il y a beaucoup de groupes Facebook enseignants de mathématiques, enseignants de ceci, qui partagent des œuvres protégées. Ben ça ne fait pas partie de l'exception enseignement, c'est une contrefaçon, c'est une utilisation non autorisée. Il faut vraiment que ce soit le public de la classe et que ce soit un réseau fermé. Et aussi un fragment. Et aussi un fragment, évidemment, parce que la notion de fragment est importante. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes enseignant dans une matière très particulière pour laquelle il y a peu d'élèves et qu'un auteur décide d'écrire un manuel scolaire ou un manuel de référence sur la matière et qui sait que son public, c'est 500 personnes. Si l'enseignant dit moi je vais vous photocopier le manuel scolaire, il n'y a pas de souci, je vous photocopie ça, je vous vends les copies, l'auteur il va avoir un préjudice économique énorme et l'éditeur aussi, et donc il pourrait dire de toute façon vous ne pouvez pas parce que c'est l'intégralité, mais même si ce sont des fragments, il pourrait dire non, c'est une utilisation qui est beaucoup trop large par rapport à l'exploitation économique qui peut être faite de l'œuvre. Merci. Comment puis-je identifier le titulaire des droits d'auteur sur une œuvre et rentrer en contact avec cette personne? Alors, c'est la partie la plus compliquée. L'identification, c'est assez simple. L'identification est reconnue auteur la personne qui est indiquée comme telle sur la couverture du livre ou sur le descriptif d'une vidéo, etc. Le titulaire de droit, c'est l'auteur. Mais on l'a vu tout à l'heure, l'auteur peut céder ses droits. Dans ce cas-là, souvent, c'est l'éditeur, et c'est souvent le cas. Donc, contacter un éditeur, c'est assez facile. Contacter un auteur, c'est plus compliqué parce que on n'a pas généralement les coordonnées et donc on peut essayer de contacter les sociétés de gestion de droits d'auteur. Il y a plusieurs sociétés de gestion de droits en Belgique, il y en a oui. La plus connue est la SABAM. Ensuite, il y a des sociétés pour des auteurs littéraires et multimédia comme la SCAM et la SACD. Pour les photographes, c'est la SOFAM. Pour les journalistes, c'est la SAJ. Les auteurs scolaires scientifiques, du côté francophone, c'est la SUCOPI et du côté néerlandophone, c'est la VOA. Donc, généralement, ces sociétés de gestion ont un répertoire très large et donc pourraient vous aider à contacter les auteurs, mais généralement, on contacte l'éditeur. S'il n'y a pas possibilité de contacter l'auteur, là, la seule solution, c'est de faire des recherches sur internet ou d'aller dans les bibliothèques ou d'essayer de contacter des éditeurs, voir s'ils ne savent pas comment, par exemple pour les anciens livres avec des éditeurs qui ont cessé leurs activités, voilà, c'est la partie la plus compliquée. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, il existe une base de données, notamment la SABAM, au niveau de tout ce qui est musical et audiovisuel. Il existe aussi un répertoire qui s'appelle Bella, qui est en ligne et qui reprend quand même quelques-uns des auteurs, et notamment des auteurs belges. Merci. Et quelles pourraient être les conséquences d'une utilisation non autorisée d'une œuvre? Si je ne fais pas de recherche, je ne mentionne pas l'auteur, je ne demande pas l'autorisation. Ouais, ça, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est obligé, pour toute utilisation, d'indiquer le nom de l'auteur et la source. De facto, ça c'est vraiment la base, même si vous réalisez une photocopie sur la photocopie, vous mettez d'office le nom de l'auteur. Il faut que la copie soit identifiée comme étant de l'auteur et pas comme étant de vous. Alors,
pourrait en même temps dire que c'est du plagiat. Donc, au niveau des conséquences pour l'utilisation non autorisée d'une œuvre protégée, lorsqu'un auteur ou un titulaire de droit constate qu'il y a une atteinte à ses droits ou qu'il y a une suspicion d'atteinte à ses droits d'auteur, il peut défendre ses droits devant un tribunal. Alors, il y a plusieurs actions qui peuvent être intentées, notamment au civil et au pénal. Alors, les actions civiles peuvent être de 3 types: la saisie contrefaçon, l'action en cessation, l'action en responsabilité de droit commun. Et les actions pénales peuvent être de 2 types: le délit de contrefaçon et les délits relatifs aux mesures techniques de protection et d'identification. Alors, je vais essayer de vous résumer parce que c'est assez technique, mais je peux vous conseiller, si vous êtes intéressé par cette partie-là, un excellent livre qui a été publié aux éditions Antémis, qui s'appelle Le Manuel de droit intellectuel, qui a été rédigé par Séverine Dussolier et Amélie de Franken, et qui est vraiment la base quand on s'intéresse aux droits d'auteur. C'est vraiment le livre qui est vraiment indispensable. Alors, dans les actions au civil, je vous ai dit qu'il y avait 3 types d'actions possibles. Il y a d'abord la saisie contrefaçon. La saisie contrefaçon permet de demander à un président de tribunal de première instance de faire procéder à la description des objets qui pourraient être des contrefaçons. Le but ici est de construire une preuve afin d'intenter une autre procédure. Alors, l'action en cessation, comme son nom l'indique, elle a pour but de faire cesser l'atteinte aux droits d'auteur. Il s'agit d'une procédure au fond qui est généralement très longue et qui est accompagnée d'une astreinte si il y a preuve qu'il y a une atteinte aux droits d'auteur et que cette atteinte-là ne cesse pas. Donc là, il peut y avoir une astreinte et des dommages à payer. Il y a aussi une action en responsabilité civile, en responsabilité de droit commun, qui concerne la responsabilité de la personne qui a commis l'atteinte. Donc, cette action a pour but de réparer le préjudice économique de l'œuvre. Donc, si vous avez bien suivi, un auteur constate une atteinte à ses droits d'auteur. Il va d'abord essayer d'avoir des preuves et donc demander une saisie. Et puis, il peut y avoir 2 types de procédures. Il n'est pas obligé de faire toutes les procédures, mais il peut avoir une procédure donc, sur le fond pour reconnaître l'atteinte et ensuite une reconnaissance économique et demander que la personne qui a commis la faute soit aussi jugée responsable. Alors, les actions au pénal, elles sont, elles, de 2 types. Lorsqu'il y a une atteinte méchante et frauduleuse aux droits d'auteur, il y a un délit de contrefaçon. L'atteinte est méchante quand l'intention est de nuire et l'atteinte est frauduleuse quand il y a l'intention d'obtenir un avantage financier. Alors là, on peut avoir des sanctions qui peuvent aller d'une amende pénale allant de 500 à 100 000 euros et d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans de prison. Ce ne sont pas des procédures qui sont intentées très souvent, mais qui, dans le cas d'atteinte aux droits d'auteur importantes et avec un grand préjudice économique, mais ce n'est pas pour le commun des mortels, sauf si l'éditeur ou l'auteur, évidemment, veulent engager cette procédure. Ça existe quand même. Alors, il y a une autre action au pénal qui peut être intentée lorsque le nom de l'auteur apposé sur l'objet n'est pas le nom du vrai auteur. Donc, ça, c'est un autre type de procédure. Et la dernière procédure, ce sont tous les délits qui sont relatifs aux mesures techniques de protection. On en a beaucoup parlé, par exemple les DRM sur les CD et les DVD. On ne peut pas craquer, comme on dit, ces protections. Et si ça arrive, c'est un autre type de procédure qui va être mis en place. En résumé, quels sont les points d'attention à avoir quant à la création de contenu numérique en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant aujourd'hui? Alors, je dirais que la première chose, c'est quand vous copiez une œuvre, qu'elle soit copie sur papier ou copie numérique, gardez bien un répertoire de tout ce que vous copiez, puisqu'à un moment, vous allez devoir indiquer vos sources et le nom de l'auteur. Donc, je sais que quelquefois, on est en bibliothèque, on copie ou on fait des photos de livres, et puis, mais je ne sais plus qui est l'auteur. Donc, ça, c'est la première chose. C'est n'oubliez pas que derrière l'œuvre que vous avez copiée, il y a un auteur, que exercer son droit d'auteur, c'est la seule façon pour l'auteur d'être rémunéré. Et donc, chaque copie doit être réfléchie, je dirais. Ensuite, ne pas oublier que vous ne pouvez copier que des extraits. Ne pas oublier que vous pouvez avoir d'autres types d'utilisation en classe. On n'a pas parlé des œuvres audiovisuelles, par exemple des films. Un film, vous pouvez le visionner en classe s'il est exploité, mais pas si c'est pour passer du temps le 30 juin. Quand un enseignant, par exemple, va collecter des documents pour se créer des ressources pédagogiques et les diffuser aux élèves, je pense qu'il faut faire aussi la part entre 2 types de documents.
Si c'est un syllabus, l'enseignant doit être très attentif parce que on pourrait dire que le syllabus est une nouvelle œuvre et donc elle ne rentre pas dans le cadre de l'exception enseignement. Et donc elle rentre dans le cadre du droit exclusif de l'auteur. Et donc pour tout élément qui serait repris dans un syllabus qui est relié, qui devient lui-même un livre, il faudrait demander les autorisations en fait. Contrairement à des photocopies qui pourraient être distribuées ou à des liens qui pourraient être envoyés via l'intranet ou l'extranet. Donc, bien faire attention, bien réfléchir. Si on a un doute, vous contactez Asucopie, vous contactez l'éditeur, ça, il y a aucun souci. Et puis, je dirais, il y a énormément de ressources libres de droit sur Internet. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à avoir recours, par exemple, aux licences Creative Commons qui sont basées sur le droit d'auteur, mais ce sont des licences, au lieu de demander les autorisations, l'auteur dit lui-même à l'avance ce qu'il autorise comme utilisation de son œuvre à l'aide de petits sigles. Donc, toujours essayer de faire la part des choses entre ce que je peux créer moi-même, ce que j'utilise qui est vraiment nécessaire et qui va aider pédagogiquement le cours ou par exemple il y a beaucoup d'élèves dyslexiques, dyscalculiques pour le moment, donc parfois l'enseignant, même s'il a un syllabus, même s'il utilise un manuel scolaire, il va essayer d'aller rechercher d'autres informations pour compléter ou pour aider ses élèves en difficulté. Ben ça, il peut le faire, mais toujours en gardant à l'esprit qu'il faut ce court fragment. Si l'enseignant est lui-même auteur, il ne doit pas oublier qu'il doit en fait se déclarer comme auteur, s'il est auteur à 100% des images, du texte, et donc son syllabus pourrait être protégé par le droit d'auteur lui-même. Et donc, moi, je conseille toujours d'indiquer sur chaque page du syllabus son nom et une façon de contacter l'enseignant, parce que dans un syllabus, dans une école, ça circule très très vite. Et si je veux en savoir plus, quelles sont les sources fiables d'informations sur ces questions que nous avons abordées aujourd'hui dans ce podcast? Alors sur internet, vous avez, de l'information sur le site de Reprobel, sur le site du SPF Économie, sur le site d'Asucopie. On essaye aussi, de réaliser, des dépliants informatifs, sur différents thèmes qui pourraient intéresser les enseignants. Au niveau des livres, je vous disais, il y a le manuel, de propriété intellectuelle qui est très intéressant, qui est une très bonne base, et des livres comme le livre de Frédéric Lejeune sur c'est quoi le droit d'auteur, ou le manuel d'Alain Berenbaum sur le droit d'auteur. Mais au niveau vraiment de l'information sur Internet, il y a très peu d'informations sur la législation belge. Par contre, vous allez retrouver beaucoup d'informations sur la législation française, mais qui n'est pas la même que la législation en Belgique. Il y a quand même quelques différences, même si les deux législations se basent sur des directives européennes, il y a quand même des différences. Donc, faites quand même attention, regardez bien si c'est de l'information de Belgique ou de l'information provenant d'un autre pays. Le droit d'auteur en Belgique naît dès la diffusion, dès la création de l'œuvre. On ne doit pas s'inscrire dans un dépôt, on ne doit pas s'inscrire dans un registre comme aux États-Unis, mais l'œuvre est protégée par le droit d'auteur directement. Par contre, il faut que sur l'œuvre, vous soyez identifié comme auteur. C'est pour ça que c'est important d'indiquer bien votre nom sur le document, évidemment. Une dernière question, Marie-Michel, liée à l'actualité. Comment pourrait-on relier les systèmes d'intelligence artificielle et les droits d'auteur? Qui est l'auteur des textes générés par ces IAG? Qui est le titulaire d'une œuvre qui est générée par une IAG? Si je génère un contenu, comment le relier aux droits d'auteur précisément? Le Code de droit économique dit que l'auteur d'une œuvre est la personne physique qui a créé l'œuvre. C'est-à-dire que ni un animal, ni une machine ne peut être considéré comme auteur. Alors ça, c'est la législation actuelle. Il peut toujours y avoir des développements, et je crois que l'intelligence artificielle va effectivement bousculer un peu le droit d'auteur et le droit de la propriété intellectuelle, et qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Mais dans l'état actuel des choses, si vous générez une image par Midjourney, par exemple, vous n'êtes pas vraiment l'auteur parce que c'est pas vous qui avez créé l'œuvre, vous n'avez pas utilisé un logiciel pour le créer, mais c'est une intelligence artificielle qui a été chercher des œuvres
des modèles d'œuvres protégées un petit peu partout sur le net et qui a assemblé et qui a créé. La discussion, ce sera de savoir quelle est la différence entre une personne qui génère une photo via l'intelligence artificielle et un photographe qui prend une photo avec un appareil. La loi dit ça va être les choix créatifs qui vont permettre de donner la patte de l'auteur finalement. Parce qu'une œuvre, elle est protégée par le droit d'auteur uniquement si elle est originale et si elle est mise en forme. C'est-à-dire, si elle est originale, c'est si l'auteur a pu lui-même, de son propre chef, jouer un rôle dans la version finale de l'œuvre. Donc s'il y a des choix techniques, s'il y a des choix artistiques, s'il y a des choix de cadrage, des choix de mots, voilà, tout ça, ça va faire partie de la liberté de la création finalement. Et si elle est mise en œuvre, donc si elle est perceptible par un sens. Tandis que dans l'intelligence artificielle, il n'y a pas vraiment de choix créatif, même si on commence à me dire, je sais, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on me dit souvent, oui, mais il y a un prompt et c'est quand même la personne qui va interroger l'intelligence artificielle, qui va guider l'intelligence artificielle par son prompt. Oui, mais ce serait alors presque comme une commande. Je commande une œuvre à un tiers et ce tiers est une machine. Alors voilà, on pourrait en discuter des heures, on m'en parle beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs ou de pseudo-auteurs, je ne sais pas ce que je dois dire, mais moi je vais dire auteur pour être gentil, mais il y a beaucoup d'auteurs, par exemple en autopublication, qui écrivent un texte, ils ne sont pas contents de leur texte, et ils vont demander à une intelligence artificielle de retravailler le texte à la manière d'Amélie Nothomb, à la manière de Lévy ou n'importe qui, ou de Simenon, je ne sais pas. Et là, je crois qu'on peut vraiment s'interroger sur est-ce que cette œuvre peut être protégée par le droit d'auteur comme étant une création de cet auteur-là? Où est le caractère créatif dans cette démarche? Voilà, c'est un peu tout ça qui va maintenant, je pense, pendant plusieurs années nous occuper au niveau des sociétés de gestion de droits d'auteur et beaucoup de questions certainement pour les avocats en propriété intellectuelle. Merci Marie-Michèle Monté d'avoir participé à ce podcast consacré aux droits d'auteur et licences d'utilisation proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux du XXIe siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.